يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour les pros de l'écho. Nous allons nous pencher ce soir sur les dernières statistiques de l'économie algérienne au premier trimestre 2025. Des chiffres qui confirment non seulement la reprise, mais plus important encore, la relance avec un taux de croissance estimé par l'Office national des statistiques à 5%, une croissance même de 5,7% hors hydrocarbures. Elle est en effet tirée par les secteurs tels que l'agriculture ou encore l'industrie du cuir qui connaît un deuxième souffle en Algérie. Des ajustements restent néanmoins à faire sur le plan structurel pour dynamiser et booster certains secteurs à forte valeur ajoutée. Nous verrons lesquels avec nos experts. Nous reviendrons ensuite sur le bond enregistré en matière d'investissement étranger, plus 18% pour l'Algérie à contre-courant de la dynamique mondiale. Cette fois-ci, ce sont les chiffres de l'ACNUSED qui a récemment rendu son rapport sur les IDE 2025. Et puis en fin d'émission, nous parlerons un peu du poids de la dette publique en France. Elle devient incontrôlable et oblige le gouvernement à trouver coûte que coûte 40 milliards d'euros pour boucler son budget 2026. Nous analyserons avec nos experts la tournure que prend l'économie française sur le plan structurel. Bref, les pros de l'écho, c'est maintenant. Je vais m'empresser maintenant de vous présenter les experts qui m'accompagneront sur le plateau des pros de l'écho ce soir, à commencer par vous, Mahfoud Kaoubi, expert et consultant international en économie. Merci, bonsoir. Merci pour l'invitation et bonsoir. Idil Sassi, expert international en économie et en finance, est encore une fois avec nous. Merci, bonsoir et bienvenue Idil Sassi. Merci pour l'invitation. Et à vos côtés, Abdelrahman Hadef, expert et consultant international en économie. Monsieur Hadef, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Messieurs, comme de coutume, je vous propose d'examiner avec moi quelques chiffres qui vont s'afficher à l'écran. Ils concernent ce fameux rapport rendu par l'Office national des statistiques cette semaine. Il concerne justement les performances économiques de l'Algérie au premier trimestre 2025 avec ce premier chiffre à retenir, 4,5% de croissance au premier trimestre 2025. Un premier commentaire, Mahfoud Kaoubi. Une note positive. Il faut rappeler que 4,5 de taux de croissance nominale. Très bien. Idel Sassi. Une bonne performance qu'on n'a pas vue depuis 2013, je crois. Et donc, après, il faut travailler sur la qualité de cette croissance sur le moyen terme. Très bien. On verra tout cela dans un instant. Abdelrahman Hadef, un petit commentaire par rapport à ce chiffre. Une excellente performance compte tenu de la situation de l'économie mondiale et dans un contexte quand même qui connaît assez de perturbations. Donc je pense qu'il y a une dynamique qui s'inscrit dans la durée en Algérie. Un autre chiffre plus évocateur encore, celui de la croissance hors hydrocarbures, 5,7% premier trimestre 2025. Mahfoud Kaoubi. Là aussi, une bonne note qui atteste des choix assez judicieux en matière de diversification et qui commence à donner des résultats sur le terrain. Idel Sassi. Un bon indicateur pour l'effort de diversification de l'économie. Donc, on le voit dans les chiffres. Et pourvu que ça continue, Abdelrahman Hadef. Effectivement, une performance de cette nouvelle vision en termes de diversification et aussi d'éloignement du monopole du secteur des hydrocarbures. Donc 5,7% au premier trimestre, c'est extrêmement important. Très bien. Un petit coup d'œil sur les secteurs qui ont tiré cette croissance au premier trimestre 2025. Nous avons d'abord l'agriculture qui a enregistré un bon chiffre, 6,1%. Les industries alimentaires également, 5,6%, Mahfoud Kaoubi. Aussi là, il y a une très très bonne note pour un secteur de l'agriculture qui a constitué une des priorités. Et quand on investit, le retour, c'est de la croissance. Et la pluviométrie a été aussi au rendez-vous. Oui. Et donc, ça a permis d'avoir une dynamique qui a donné un résultat. 6,1% quand même, c'est un taux très, très encourageant qu'il faudra maintenir et canaliser.
encourageant, Idriss Sassi, pour nos amis agriculteurs, selon vous? Encourageant, et puis une évolution croissante donc et solide de la consommation interne. Donc on va en parler. Une stabilité peut-être et une amélioration du pouvoir d'achat aussi. Allez, d'autres secteurs à venir, nous allons voir ça ensemble également avec vous, Abdelrahman Hadef, l'industrie du cuir, de la chaussure. Excellente performance, 15,4% au premier trimestre. Là aussi, le transport et la communication avec 8,3%. C'est très encourageant, on peut l'affirmer. Encourageant pour le premier secteur, l'industrie du cuir et des chaussures. Ouais. Je pense que là, ça dénote aussi la justesse de la vision sur là, justement, en termes de commerce extérieur, c'est des produits qui étaient généralement... Passe du tout import en ce qui concerne ce segment. Exactement, qui étaient importés à grande échelle. À grande échelle, oui. Et après, des mesures d'encouragement à l'investissement local. D'ailleurs, moi, personnellement, je viens d'une région qui est connue dans cette filière. À Médéa, l'industrie de la chaussure, elle fait vivre beaucoup de familles, et c'est vraiment, on le constate sur le terrain. On va y revenir longuement, Abdelrahman Hadef. Messieurs, 5,7% justement de croissance hors hydrocarbures. Mahfoud Kaoubi, quels leviers ont permis à l'économie nationale d'atteindre ce chiffre? Une performance qui reflète, vous l'avez dit, la diversification réelle et le résultat de mesures peut-être conjoncturelles, mais efficaces sur certains aspects pour l'instant. Oui, le premier levier, c'est l'investissement. Et je pense que l'encouragement de l'investissement, notamment dans le secteur public, il faut le rappeler, ne peut que donner une augmentation de la production. Parce qu'on mesure par l'augmentation du PIB trimestriel, comme c'est le cas pour ces statistiques, l'augmentation de la production. Donc par rapport au volume, par rapport au montant, il faut rappeler aussi qu'il faut relativiser par rapport à un taux d'inflation à considérer à 3,3%. Voilà. Donc il faut faire les rapprochements nécessaires, mais d'une manière... Le dernier chiffre donné par le FMI était aux alentours de 4%. Tout à fait. Voilà, donc, pour 2024. Donc là, on parle du premier trimestre 2025. C'est encourageant. Ça démontre que l'activité augmente de manière continue. Maintenant, il faut explorer les éléments relatifs à une dynamique qui pourrait être beaucoup plus importante à mon sens. Et beaucoup plus sur le long terme, Mahfoud Kaoubi. Idriss Sassi, vous en avez parlé juste à l'instant, la consommation des ménages progresse de manière stable. Quels effets sur l'économie réelle et l'activité des entreprises locales, c'est le plus important? C'est un effet de reprise, donc... il y a eu des mesures. Le premier trimestre, il y avait des périodes de surconsommation, Ramadan, etc. Donc, qui ont certainement influencé cette dynamique de consommation. Il y a eu aussi un effet de rattrapage, à mon avis, puisqu'il y a un modèle keynésien qui est pratiqué en Algérie depuis quelques années, il faut le dire. Exactement. Donnons aux ménages les moyens de consommer. Exactement. Et donc, il y a eu un retour de levier, peut-être, à mon avis, puisqu'il y a eu des mesures de libération un petit peu pour les sociétés, sur des leviers comme l'importation, donc pour certains produits, etc., qui ont très certainement fait... c'est un effet de rattrapage. Donc, l'effet miroir, après, c'est l'augmentation aussi de l'importation. Donc, peut-être que la croissance de la consommation... elle est bien, c'est en faveur d'industries régionales et autres. J'espère sur le moyen terme qu'on puisse donner plus d'élan et de protection pour cette industrie locale qui a eu un enclenchement, donc juste une amorce, pour pouvoir se développer plus. Abdelrahman Hadef, une agriculture dont les chiffres sont en hausse, 6,1%. L'Algérie est-elle en train de réussir tout simplement le pari de la sécurité alimentaire en la consolidant surtout, tout en gérant de la valeur là également? Sans aucun doute. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, le secteur agricole est un des secteurs stratégiques et prioritaires en termes de déploiement et surtout en termes de politique de subvention de l'État. Et à ce titre-là, je pense qu'on constate qu'il y a déjà de la durabilité dans la performance. C'est extrêmement important, à 6,1%.
Mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir aussi, c'est, Mahfoud parlait tout à l'heure de la production, moi je rajouterais aussi l'aspect productivité. Donc il faut aller à plus de performance. Rapport entre la production et le temps qu'il faut pour produire. Voilà, et surtout avec les moyens qu'on est en train de mettre, il faut que la production soit encore meilleure parce que effectivement il y a notamment dans des filières comme les céréales stratégiques. Tout à fait, qui relèvent, comme vous l'avez mentionné, de la sécurité alimentaire nationale. Donc il y a lieu aujourd'hui nécessité de monter en cadence en termes de performance. On est en train de le constater dans des secteurs, des filières plutôt comme le céréal, où on arrive pratiquement à l'autosuffisance pour le blé dur. Et ça, c'est encourageant pour les autres filières. Maintenant, il faut un peu innover. Je pense même dans les mécanismes de soutien et d'accompagnement des agriculteurs et les pousser aussi à eux, aussi à innover dans leurs pratiques parce qu'on doit maintenant passer à une nouvelle agriculture, une smart agriculture. Et là, c'est extrêmement important d'avoir un écosystème qui va avec ces objectifs-là. Abdelrahmane Hadef, je reste avec vous. Alors, vous avez parlé tantôt d'un segment qui vous intéresse, le secteur de l'industrie du cuir réalise d'excellentes performances, pourvu que ça dure là aussi et que ça progresse notamment sur l'aspect de la qualité des produits et du taux d'intégration. Vous l'avez dit, je crois savoir moi aussi que vous êtes originaire d'une région connue pour avoir un passé glorieux en matière d'industrie, du cuir, de la maroquinerie également. Vous avez même dirigé la chambre de commerce et d'industrie de la région, Titri. Parlez-nous un peu des fondamentaux de ce segment et comment est-il en train peut-être de renaître. Exactement. Laisse-moi dire déjà que c'est un segment, une filière qui relève de l'industrie manufacturière, qui a cet effet levier de diversification. Et c'est reconnu à travers le monde, l'industrie manufacturière a cette capacité d'entraîner d'autres secteurs et ce qui permettrait d'atteindre l'objectif de diversification. Pour revenir au segment de l'industrie du cuir, chaussures et même du textile, c'est extrêmement important d'un point de vue développement local, premièrement, parce que ça fait travailler beaucoup de gens au niveau local. Ce qui est intéressant à relever aujourd'hui dans ce rebond et dans cette relance de ce segment-là, c'est qu'on constate que beaucoup de personnes qui étaient orientées dans l'import se sont reconverties en industriels. Donc ils ont acquis un certain savoir en se frottant avec des industriels étrangers, internationaux, et particulièrement chinois. Ils importaient beaucoup de là-bas. Et là, à un moment donné, quand j'étais justement au niveau de la chambre de commerce, occupant le poste de président de la chambre, on avait travaillé beaucoup avec ces gens-là, et on avait constaté déjà une intention de se reconvertir en industriel. Déjà, ils ont commencé avec des maillons comme les moules, avec la production des semelles, etc., des intrants pour la chaussure. Et aujourd'hui, au niveau de la région de Médéa, on dénombre plus de 2000 professionnels dans le segment de la chaussure. Et c'est une dynamique, il faut la voir, il faut venir la voir. Je vous encourage à faire déjà un reportage là-bas. C'est une dynamique qui est palpable au sein de la communauté, au sein de la population. Beaucoup de gens y travaillent. Ils vont travailler les sous-traitants, ils font travailler les commerçants, Et là, à mon avis, pour s'inscrire dans la durée pour cette filière-là, il faut qu'on réfléchisse au niveau local à la création d'une microzone dédiée à l'industrie de la chaussure. Il y a du potentiel, il y a du savoir-faire. La région peut devenir un véritable pôle par rapport à ce secteur. Sans aucun doute. Là, il faut que déjà on commence à maîtriser toute la chaîne de valeur. Donc des intrants, de la transformation et jusqu'à la production finale. Ce qui est important aujourd'hui aussi, et c'est un peu l'appel aussi des professionnels de la région dans le domaine de la chaussure et du cuir, c'est un accompagnement en termes de maîtrise technologique. Parce que c'est un domaine qui a connu beaucoup de développement en termes de technologie.
par le passé, c'était vraiment un produit artisanal. Et là, il y a beaucoup de technologie qui a été introduite dans ce segment-là. On a des chaînes automatisées pour la production de chaussures, et tout ce qui est dans cette filière. Donc, à mon avis, les professionnels ont besoin d'un accompagnement et surtout d'un support en termes aussi de modèle de commercialisation, parce que modèle économique. c'est un secteur, c'est un segment qui peut même être projeté en cluster peut-être tout à fait. On avait travaillé déjà sur ce qu'on appelait les nucléus. On a ramené les gens à travailler ensemble, etc. Mais là, ce que je voulais dire, c'est surtout de se projeter sur l'export, parce qu'il y a des capacités et ils peuvent se placer sur le marché africain aisément. Idriss Sassi, peut-être ce qui a à retenir par rapport à ce secteur ambitieux, courageux, c'est l'aspect entrepreneuriat en fait. C'est un secteur qui crée de l'emploi, pas seulement qui crée de l'entreprise. Effectivement, c'est un modèle qui peut être très intéressant parce que c'est un modèle traditionnel. Les Algériens savent fabriquer la chaussure. Ils l'ont fait soit à titre privé, soit dans des sociétés publiques connues, etc. On avait même des marques internationales qui fabriquaient durant les années 80 ici. Donc il y a un savoir-faire. Qui n'a pas porté une chaussure Bata, pour ne citer que cette marque fabriquée en Algérie. Exactement. Donc c'est quelque chose qu'on peut reprendre, on peut faire parce qu'il y a une demande locale. Et puis je pense, à mon avis, les Algériens se sont rendus compte maintenant, en achetant un peu partout, les possibilités il y a de l'importation, que la qualité algérienne, elle est bien. On a une bonne qualité. Et puis, il y a effectivement après d'autres métiers qui peuvent nous mettre dans les chaînes de valeur plus loin, c'est-à-dire nous intégrer dans des chaînes de valeur internationales, etc. Et puis travailler sur des métiers comme le marketing, qui sont importants. Ces métiers-là, aujourd'hui, ça manque, donc pour pouvoir rajouter de la valeur et apporter de la devise au pays, quoi. Mahfoud Kaoubi, alors, par rapport à ce secteur industriel, comment tirer parti de cette dynamique, justement, pour bâtir un socle économique peut-être plus robuste et tourné vers les industries du futur également? Et le plus important maintenant, c'est de consolider tout cela dans la durée. Parce que ce qui ressort du rapport de l'industrie manufacturière, de l'industrie du cuir, c'est qu'il y a du potentiel. Le potentiel, l'industrie du cuir a profité d'une manière très claire des mesures prises par rapport à l'interdiction d'importation. Donc, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a eu une réponse rapide en matière de croissance, ce qui est déjà bien. Maintenant, il faut organiser tout cela, parce que pour que ça ne soit pas du conjoncturel uniquement. Un train peut en cacher un autre, il ne faut pas être très euphorique. Moi, je dirais que cette question de régulation, de planification doit s'inscrire rapidement dans le programme des réformes, puisque vous avez parlé tout à l'heure de réformes de seconde génération. Organiser les branches, organiser les filières, puis je reviendrai sur cette question de constitution de pôles industriels qui tarde à venir, malgré l'inscription dans le compte de l'investissement de la planification, plan national et plan de développement et plans locaux de développement qui, depuis 2022, n'ont pas été encore adoptés, réfléchis, étalés. On ne va pas se limiter au cuir, qui est en train de nous prouver que le potentiel existe, que les capacités sont là et que les autres secteurs peuvent aussi répondre de manière aussi positive. On a besoin d'organiser, de planifier et de régler ces hadaf parler de la chaîne. On doit avoir de la maîtrise sur tous les maillons de la chaîne. Parce qu'un jour ou l'autre, on doit s'ouvrir à la compétition. Et il ne faut pas que ce soit uniquement la protection qui soit le vecteur de l'amélioration. On doit se frotter. On profite de cette occasion de régulation administrative, mais ça doit nous pousser aujourd'hui, avant demain, à aller vers l'excellence. Et l'excellence, c'est la planification et la maîtrise des processus. Merci Mahfoud Kaoubi. Idriss Sassi, alors la forte progression de l'investissement national là aussi peut-elle inaugurer peut-être une nouvelle phase de transformation industrielle? Vers quel secteur se dirige
où se dirigeraient ces investissements et comment capitaliser au fond cet élan, comme dit Mahfoud Kaoubi, sur le long terme. C'est ce qui nous intéresse le plus. Alors, c'est un enclenchement, c'est un résultat en tout cas de certaines dispositions réglementaires. Il y a le secteur de l'énergie, j'en suis content parce qu'il a besoin d'investissement. Oui. Nous avons vu des accords importants dans le secteur énergétique. Avec les Américains, les Italiens récemment. Exactement. Ouais. Donc c'est une bonne chose. Alors maintenant, il parlait de la planification, de tout ça. Donc l'investissement, c'est aussi la stabilité réglementaire. Donc c'était le vœu du président de la République pour les lois, mais aussi sur le plan de la réglementation. Toutes les industries, qu'elles soient algériennes ou bien même pour l'investisseur, il a besoin de stabilité réglementaire. Ouais. Quand je dis stabilité réglementaire, ce n'est pas une remise en cause des décisions que l'État prend, il est souverain de les prendre, mais au minimum, c'est d'annoncer, de donner des calendriers, de la visibilité. On parle, le dernier rapport du FMI, pour répéter encore, que les avantages fiscaux, ce n'est plus à la mode, entre guillemets. Donc on cherche plus de stabilité réglementaire. La stabilité réglementaire, c'est par exemple le calendrier fiscal, de dire que dans le secteur X, l'État prévoit d'augmenter crescendo sur 2026, 2027 jusqu'à 2030, de donner cette visibilité. Et donc c'est ça qui va orienter les investisseurs sur ces fameux secteurs industriels. Encourager l'investisseur à ne pas prendre de dividendes sur cette année pour investir et sur l'autre de faire l'inverse, etc. Ça libère plus et ça donne plus de crédibilité et elle encourage aussi l'investissement. Le chiffre qu'on entend, c'est un chiffre très important et intéressant. Je voudrais bien qu'on puisse se comparer avec les premiers de l'Afrique. Nous sommes les troisièmes. Il faut regarder les chiffres en Égypte et en Afrique du Sud et on va se rendre compte qu'il y a beaucoup à faire. Vous parlez de l'investissement direct étranger, en l'occurrence, et non pas de l'investissement local. Nous allons parler, car nous revenons, il faut le dire, de très loin par rapport à ce secteur. Parlons à présent justement des performances algériennes en matière d'investissement étranger. Le rapport 2025 de la CNUSED indique une progression de 18% en 2024, soit 1,5 milliard de dollars environ. L'Algérie qui revient de loin, je le disais, en matière d'IDE, grâce à une nouvelle loi sur les investissements qui cherche à séduire les investisseurs étrangers en valorisant les atouts du pays, d'autant plus que la tendance mondiale montre une baisse de 11% selon le rapport de l'organisme onusien. Alors messieurs, est-ce que l'on peut dire, Abdelrahman Hadef, que l'Algérie s'en sort plutôt bien au vu de la dynamique globale actuelle et grâce à cette thérapie de choc en matière d'investissement voulue par le président Abdelmadjid Tebboune, dont l'objectif, je le rappelle, est de favoriser une dynamique durable et incitative au niveau législatif d'abord? Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, déjà, l'Algérie a mis en place une nouvelle vision, une nouvelle stratégie en termes d'amélioration de l'environnement de l'investissement. Parce que c'est tout un environnement qu'il faut maintenant reconstruire. Oui. Vous avez dit qu'on est en train de revenir de loin. Je dis qu'on vient de revenir de loin parce qu'on a changé tout un arsenal juridique. Je vais citer un chiffre. Lorsque l'Algérie, justement, refondait son arsenal juridique, le rapport de la CNUSED de 2023, peut-être on n'a pas fait plus de 100 millions de dollars d'IDE parce qu'on n'avait pas, justement, de dispositif législatif et qu'il fallait en avoir un autre pour pouvoir permettre cette relance. Effectivement, et pour revenir aux IDE, déjà, il faut mentionner que c'est des investissements qui répondent à une logique de marché. Donc il y a de la compétition un peu partout à travers le monde. Donc un IDE, pourquoi il vient en Algérie? C'est parce qu'il a trouvé de l'intérêt. Oui. Et c'est de là où on constate aujourd'hui cette nouvelle dynamique qui a été mise en place et qui est le fruit de cette réforme en termes de loi sur l'investissement, mais surtout en termes pratiques, c'est la création de la nouvelle agence pour la promotion de l'investissement, l'API, qui est en train de se mettre au même niveau des API à l'international. D'ailleurs, elle vient de réintégrer le WIPA, donc l'Organisation mondiale des agences de promotion d'investissement, et
Oui, et on est en train de mettre en place les pratiques qu'il faut, parce que effectivement, tout à l'heure, notre ami Eder, il a parlé de se comparer aux meilleures économies africaines. C'est ce qu'il faut faire aussi en termes de promotion et d'attractivité des investissements. Quand on parle d'attractivité d'investissement, de promotion, c'est des pratiques standards aujourd'hui. On est dans une pratique de facilitation, on est dans une pratique de simplification, on est dans une pratique d'accompagnement et on est dans une pratique de fourniture de l'information économique et ce qu'on appelle l'advocacy, l'aftercare. C'est la prise en charge des investisseurs même après la réalisation. Donc c'est des pratiques et des standards qui sont un peu les mêmes dans toutes les agences de promotion de l'investissement. Revenons pour l'Algérie. Aujourd'hui, je pense que l'approche qui est prônée par l'API actuellement a donné un certain changement de perception, parce qu'il y a aussi dans le choix des investisseurs, surtout des IDE, il y a cette perception, c'est ce qu'on appelle l'image pays. Donc quelle image on se fait d'un pays au détriment des autres. Oui. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi des efforts. Doing business également. Oui, il y a des efforts qui sont faits dans ce qu'on appelle le country branding, l'image pays. Je donne, par exemple, à titre d'exemple, l'Afrique du Sud a toute une agence dédiée à l'image du pays. Donc, vous voyez un peu l'importance que donnent certains pays pour qu'ils atteignent un certain niveau d'attractivité des investissements. Aujourd'hui, l'Algérie aussi, elle est en train de mettre en valoriser ses avantages compétitifs. On n'est plus dans les avantages comparatifs. Effectivement, aujourd'hui, parler seulement des avantages fiscaux, parafiscaux, etc. C'est un peu réducteur. Ce n'est plus la tendance. D'ailleurs, avec l'API sur un projet que j'avais dirigé, on a été voir des pays qui sont très avancés en termes de promotion. On a été même voir une zone économique spéciale à Katowice en Pologne. Vous savez, c'est quoi l'avantage qui revient le plus? C'est la qualité de vie. Pas du tout les avantages. C'est pas en lien direct avec l'investissement. Voilà, c'est la qualité de vie. Donc, pour terminer... pour qu'on puisse marquer une courte pause. Voilà, pour terminer, je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une vraie dynamique qui a poussé les investisseurs à s'intéresser plus vers l'Algérie. Et on va essayer par la suite peut-être de développer même quels sont les secteurs, parce que aussi le choix des secteurs est extrêmement important dans l'orientation des IDE. Merci Abdelrahman Hadef. Mesdames et messieurs, nous marquons une courte pause avant de revenir au débat sur le plateau des pros de l'écho. Restez avec nous. De retour sur le plateau des pros de l'écho, le débat ne se termine jamais, il se poursuit pendant la pause avec nos chers experts présents sur le plateau. Mahfoud Kaoubi, on parlait de ce fameux rapport IDE de la CNUSED 2025. Alors, la dynamique algérienne, plus 18%, elle est à apprécier en s'articulant sur un autre chiffre. Peut-être c'est cette fameuse baisse de 11% au niveau global. On va essayer de la détailler, mais c'est un peu ça peut-être qui donne de la valeur à ce qu'a pu réaliser l'Algérie durant l'année dernière. Oui, deux choses. Donc, il y a une rétraction des IDE, il faut le rappeler, depuis 2019. Ce n'est pas en 2024 uniquement. En termes de montant d'investissement et puis de destination. Et ça va se faire encore plus dans les années à venir. Les IDE prennent le chemin du Nord, alors que dans... Principalement les États-Unis. Oui, alors qu'avant, justement, les États-Unis qui font une fixation sur la captation des investissements. Dans la technologie. Ils ont fait une question de prix dans tout, dans l'industrie, dans le fer, dans l'automobile, etc. L'administration actuelle, elle est très agressive et elle veut... Notamment en matière de politique commerciale et douanière. Tout à fait. Donc, il faut, avec une crise financière qui se creuse, il faut dire qu'on doit s'attendre à une décennie où les IDE vont se rétracter et les critères de choix
pour une destination vont être plus sévères. C'est pour ça qu'il faut, encore une fois, dire que les 18% de croissance sont positifs et ils sont justement à mettre en valeur. Mais peut mieux faire. Peut beaucoup mieux faire. Peut beaucoup mieux faire, dans la mesure où, Abdelrahman, il l'a dit d'une manière très claire, il faut qu'on s'attelle rapidement à transformer nos avantages comparatifs en avantages concurrentiels ou compétitifs. Mais cela passe par des réformes de la sphère privée, passe par l'encouragement des logiques privées, parce qu'il s'agit de logiques privées. Il faut qu'on règle notre montre et qu'on parle le même langage. À extrapoler sur le secteur bancaire, financier, tout ce qui s'ensuit. Tout à fait. Et que la régulation ne soit pas l'émanation de l'administration lourde et administrative. Qu'on déréglemente et qu'on donne beaucoup plus de flexibilité et de logique de gestion, des logiques privées. Ce n'est que comme ça qu'on pourra avoir des chiffres importants. Quand on voit d'autres pays en Afrique qui font 43, 30 fois plus que nous, je dirais qu'on est encore une fois devant des responsabilités à être prises et qu'on enclenche rapidement les réformes de seconde génération qui vont permettre à l'Algérie de décoller conformément à un potentiel qui est énorme. Ouais. Merci Mahfoud Kaoubi. Idil Sassi, alors l'émergence peut-être d'une diplomatie économique aide-t-elle justement l'Algérie à réaliser de meilleures prestations en matière d'IDE et en quelque sorte améliorer, Abdelrahman Hadef, on parlait, l'image de l'Algérie auprès des investisseurs? C'est capital. Ça joue énormément et donc il y a d'abord les agences de notation, ça veut dire il y a une diplomatie un peu institutionnelle, un peu qui est professionnelle, spécialisée. Il y a les salons, il y a exactement corporate. Il y a tout ce qui est politique. C'est un levier très important parce que la conviction politique, la volonté politique permet de lever toutes les incompréhensions, bien les doutes pour que l'investisseur puisse réellement s'engager dans un nouveau marché. Donc c'est très important et cet effort a apporté ses fruits. Nous avons vu quand même des annonces importantes dans des secteurs névralgiques pour l'Algérie, donc dont l'Algérie est perçue comme un facteur de stabilisation et donc un endroit où il faut investir encore et donc de capter des flux. C'est important pour notre pays de se placer dans cette position. Il y a maintenant l'effort interne, c'est de pouvoir recevoir ces investisseurs. C'est-à-dire que c'est bien, nous avons vendu l'image et tout est bon, etc. Maintenant, quand il faut venir ici, il faut capitaliser sur ce potentiel et ne pas le laisser, parce qu'il est difficile après, si un investisseur vient, d'aller prendre une mauvaise expérience, c'est mauvais. Donc, il faut aussi rajouter cette deuxième phase, peut-être, qui est ces améliorations de la API et d'autres institutions pour pouvoir absorber encore plus et capitaliser plus. Abdelrahman Hadef, un mot peut-être avant de clore ce dossier sur les secteurs qui sont aujourd'hui les plus porteurs, les plus performants par rapport à l'investissement étranger. Et comment l'Algérie peut-elle capter davantage d'idées dans le secteur numérique, là où la région, j'entends par là l'Afrique, est encore marginalisée dans ce secteur? Avant de répondre à cette question, je voulais juste rajouter une statistique par rapport, parce que c'est extrêmement important quand on parle d'IDE. La rétention des IDE, elle est encore plus importante que l'arrivée de nouveaux IDE. Oui. Les statistiques donnent... Fidélisation de ceux qui sont encore... C'est ce qu'on appelle l'advocacy. Oui. C'est les prendre en charge sur le terrain. Et les statistiques donnent que 70% des IDE qui sont réalisés chaque année sont réalisés par les IDE qui sont déjà en place. Donc les mêmes investisseurs. Voilà. Qui, comme le disait Idil Sassi, au lieu toute l'importance de prendre son argent en dividende ailleurs, réinvestir en Algérie. Exact. C'est toute l'importance d'avoir cette advocacy. Je donne un exemple. La Corée du Sud a créé, vous avez parlé tout à l'heure de la diplomatie économique. Oui. La Corée du Sud a créé un poste
d'ambassadeur des investisseurs. Il a les mêmes qualités que les ambassadeurs. Ouais. Et lui, il prend son bâton de pèlerin tous les jours en train de frapper chez les ministères, chez les institutions. Un véritable VRP qui va faire du pour porte-à-faux. défendre les intérêts des investisseurs. Ouais. Donc, vous voyez un peu la dimension de l'advocatie où on arrivait. Pour revenir à votre question par rapport au secteur, effectivement, aujourd'hui, l'Algérie, il y a des secteurs qui sont déjà qui commencent à émerger. Je donne aujourd'hui l'exemple du secteur de l'énergie renouvelable. Oui. C'est un facteur de diversification où l'Algérie a beaucoup de potentiel, en plus des avantages compétitifs qu'on avait cités. Il y a aussi le secteur sidérurgie, le secteur aussi pharmaceutique, où l'Algérie a fait une grande avancée en termes de production du générique. Et on va en parler peut-être sur l'aspect de la dette française, où c'est un débat aujourd'hui en France de revenir à ce que l'Algérie est en train déjà de réaliser. Et il y a cette économie du numérique. Là, aujourd'hui, l'Algérie dispose d'un vrai potentiel de relocalisation des activités du numérique. Je parle en premier lieu des data centers. L'Algérie a cette capacité d'abriter les data centers très important. Oui, qui sont en train de fermer un peu partout dans le monde parce que c'est des infrastructures connues par leur consommation. Ils sont énergivores, consommation d'énergie. Et là, l'Algérie, elle peut héberger les data centers. Deuxième segment dans le numérique, c'est le développement des applications. Aujourd'hui, la jeunesse algérienne, elle est en train de le faire. Il faut maintenant créer des pôles technologiques. Je rejoins parfaitement Sima Mahfoud quand il parle des pôles d'excellence. Oui. Il faut créer aujourd'hui des pôles technologiques pour les acteurs du numérique, pour les laisser s'exprimer et s'adapter en termes de régulation. Parce que ce n'est pas la même régulation que réguler le marché, plutôt le secteur de l'agriculture, de l'industrie. Ce n'est pas la même chose avec le numérique. Le numérique, déjà, il répond à la logique test and learn. Ouais. C'est-à-dire, laissez-le pratiquer et après, mettez la réglementation et la régulation qu'il faut. Et là, aujourd'hui, on doit s'adapter à ces pratiques parce qu'il faut dire que le numérique, dans l'économie mondiale, il pèse plus de 15%. Un pays comme la Chine, c'est plus de 42% de son PIB, qui est de l'ordre de 20 000 milliards, réalisé dans l'économie numérique. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais. Donc, en Algérie, il y a... presque la moitié de l'économie nationale, tout simplement. C'est 4 000 milliards, c'est quelque chose comme 4 000 milliards de revenus qui viennent du numérique. Donc, et là, ça dénote aussi le changement de modèle chinois. D'ailleurs, ils le disent haut et fort, on n'est plus l'usine du monde. Exact. Maintenant, on est devenus les innovateurs du monde parce qu'ils s'appuient surtout sur tout ce qui est technologique. Merci Abdelrahman Hadef. Messieurs, un mot sur le reste du monde, parce que c'est aussi important. Les USA en forte progression, l'Afrique progresse également. L'Asie fidèle à elle-même et l'Europe plonge avec une baisse de 58%, Mahfoud Kaoubi. Oui, l'Europe qui n'est plus captive, qui n'est plus le terrain le plus fertile avec toutes ces contradictions politiques, sociales, qui fait un effet d'éviction vers des destinations où les facteurs de production sont plus compétitifs et où la visibilité est meilleure. Donc l'Asie du Pacifique principalement, l'Afrique accessoirement, mais surtout le retour des États-Unis. Oui. Des États-Unis qui font un challenge, ils veulent capter le maximum d'investissement. La concurrence sera rude. Idel Sassi, j'insiste sur le chiffre 58% de baisse pour l'Europe, c'est très historique. Je ne sais pas si c'est un taux record, mais c'est quand même alarmant. Très alarmant. Ça peut augurer d'une crise majeure qui va impacter au niveau international. Après, ce qu'on peut dire de l'Europe comme ça, c'est que c'est une question de maturité. Donc, c'est des économies qui ont atteint un certain niveau, peut-être d'essoufflement. Oui. C'est vrai que les nouvelles technologies, elles tirent encore pour tirer plus de croissance.
Il y a eu beaucoup de perturbations. Les relations entre l'Europe et les États-Unis ont beaucoup pesé sur cette, sur ces. Elles étaient relativement bonnes en 2024. Exactement, Oui. mais les décisions économiques des États-Unis ont impacté les flux des capitaux, etc. Donc je pense qu'il y a un impact. Les pays comme les États-Unis encouragent clairement avec des mesures un peu extravagantes pour les délocalisations des fabricants de voitures ou autres chez eux, etc. Donc ça joue énormément. Je reste avec vous, Idriss Sassi, avant d'aller voir Abdelrahman Hadef, juste pour un petit exemple. La Russie, c'est connu pour être un pays qui investit beaucoup en Europe. Pourquoi aller se mettre à dos, justement, peut-être l'un des premiers investisseurs au monde, et en Europe plus spécialement, pas au monde, mais en Europe avec des capitaux quand même très importants pour perdre justement en maturité par rapport à l'investissement, parce que les investissements russes, et ça peut se vérifier, se dirigeaient beaucoup plus vers des secteurs peut-être d'avenir comme la fintech ou autre. Alors, voir l'investissement en Europe, c'est le voir d'une vision atlantiste. Oui. C'est-à-dire c'est des multinationales qui ont eu des choix, c'est-à-dire elles investissent à Londres. Londres, c'est les États-Unis. Je cite l'Europe, je peux aussi parler de la Chine. Hein. Oui, parfaitement. Pardon, la Russie, je peux aussi parler de la Chine. Oui. Donc, parfaitement. Donc, c'est le problème de l'indépendance, entre guillemets, peut-être, de la décision par rapport à l'Union européenne vis-à-vis d'une politique cohérente, parce qu'il y a... Si on prend pays par pays, il y a des pays qui sont très performants. La Grèce qui revient de loin, l'Italie qui fait de bons chiffres. La Pologne. Première en matière de croissance actuellement. L'Italie qui fait aussi de bons... et même l'Espagne qui revient petit à petit. Exactement. Donc après, les vieux pays en Europe, oui, ils souffrent de ça. Je pense que c'est conjoncturel. Maintenant, pour certains pays comme la France, peut-être on va en parler après, c'est un risque structurel peut-être qui augure d'une crise au niveau européen. Abdelrahman Hadef. Par contre, moi j'ai un autre avis. Surtout, je voulais justement faire référence au dernier rapport de Mario Draghi, qui a été commandé par la Commission européenne et qui justement... L'ancien gouverneur de la BCE. L'ancien gouverneur, l'ancien chef de gouvernement italien, qui confirme justement, qui vient confirmer cette tendance de désinvestissement en Europe. D'ailleurs, il a donné un chiffre en besoin... C'était ma question suivante, vous l'anticipez, allons-y. Voilà. Donc, il a même donné des chiffres en termes de besoins en investissement en Europe, un chiffre de 800 milliards par an. C'est énorme comme besoin en investissement en Europe. Mais le problème, il est structurel, à mon avis, en Europe. Le problème, il est structurel d'un point de vue démographique. Mario Draghi déjà parle dans son rapport que d'ici 2040, l'Europe va perdre 2 millions de postes d'emploi par an de sa force active. C'est énorme comme chiffre. Deuxième point, c'est sa dépendance en termes énergétiques. C'est un continent qui est vraiment dans un besoin de sources d'énergie, et quand on sait que l'énergie, c'est l'économie, c'est l'énergie transformée. Troisième point, c'est la politique agressive des deux grandes économies mondiales. Les États-Unis, déjà avec l'IRA de Biden, où il a un peu siphonné plusieurs compagnies en leur donnant des avantages dans le green economy. Exactement, notamment dans le secteur des véhicules électriques. Effectivement, et aujourd'hui avec la guerre commerciale, qui est une guerre qui ne dit pas son nom, mais c'est réellement... Oui, Abdelrahman Hadef, vous parlez justement d'aspect structurel. Mario Draghi, à mon avis, ne peut s'en prendre qu'à lui-même, parce qu'on se rappelle tous, et Idriss Sassi vient d'en parler, de 2011 et de la manière dont il a, quand il était à la tête de la BCE, avec d'ailleurs, la il a été Commission critiqué pour européenne, ça, et l'encours de l'Allemagne, étrangler la relance économique d'un pays comme la Grèce. Et justement, ça renvoie à ces politiques européennes. Et justement, c'est là où, à mon avis, c'est ce que je voulais enchaîner, c'est surtout en termes d'essoufflement du modèle de management, de gouvernance de l'Union européenne. Aujourd'hui, à mon avis, il est arrivé à un seuil où il a besoin d'être réformé. Sinon, il sera de l'autre côté de l'histoire, parce qu'il y a vraiment une tendance déjà à la fragmentation de l'économie mondiale.
Donc là, on est en train de vivre la disparition de la mondialisation qui a été connue depuis les débuts des années 2000. Mais ce qui est important aujourd'hui... À cause d'un effet de fragmentation. Voilà. Et surtout la montée en puissance des pays du Sud. Ouais. Il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui, peut-être ce n'est pas le débat de tous les jours, mais les pays du Sud sont en train de monter en puissance et en douceur, dans le silence. Leurs chiffres en matière de croissance le montrent très bien. D'ailleurs, Abdelrahman Hadef, un dernier mot, messieurs, par rapport à ce que vient de dire Abdelrahman Hadef. 55% de la croissance mondiale est l'émanation des pays du Sud. C'est important. Et puis l'Europe a payé L'Europe paye-t-elle peut-être à Mahfoud Kaoubi certaines décisions? Ses choix, c'était suicidaire. La position par rapport à la guerre d'Ukraine, elle a jeté complètement l'Europe dans une situation de crise par rapport à un facteur de production qui est important, l'énergie. Abdelrahman le soulignait. Oui, notamment l'Allemagne qui en a lourdement pâti. Et puis, les logiques distributives des gouvernements socialistes. Comment attirer des IDE si le prix du gaz considéré 4 fois, 5 fois plus cher déjà, peut-être? Ça a créé un effet d'éviction. C'est les États-Unis qui en ont profité. Et voilà. C'est pour ça que nous devons aussi profiter de cette conjoncture. Ça nous ouvre des opportunités. Voilà, c'est le plus important. Messieurs, avant de conclure, ouvrons le dossier de la dette en France. Elle atteint les 3 346 milliards d'euros, soit 114% du PIB, et oblige actuellement le gouvernement à envisager de sérieuses coupes dans les dépenses pour boucler son budget 2026. Messieurs, pourquoi la France se trouve-t-elle dans cette situation aujourd'hui? Une spirale infernale de la dette sur le plan structurel qui a ses répercussions sur chaque budget que la France doit boucler année après année depuis quelques temps déjà. Idil Sassi. Alors, c'est historique, en tout cas. C'est des facteurs multiples. Alors, pourquoi elle se trouve dans cette situation? C'est des politiques, c'est des décisions qui ont été peut-être mal engagées. Les plus importantes, je pense qu'il y a eu peut-être un désengagement inexpliqué de la France sur certaines décisions de vendre des fleurons de l'industrie, de faire des concessions. Alors on peut en citer quelques-uns, Alstom, Alcatel. Exactement. Et d'autres. Voilà, il y a eu le capital un peu agressif qui est rentré en politique et qui a un petit peu joué un rôle néfaste, à mon avis, pour l'économie, et surtout après pour la suite, la sous-traitance, etc. Il y a eu des étouffements de secteurs entiers. Maintenant, si on revient encore, c'était soutenable pour un pays comme la France de vivre au-dessus de ses moyens. Pour des raisons de politique extérieure envers l'Afrique et ailleurs, exploiter, jouer sur la cour africaine, dans le franc CFA, etc. Voilà. Une réalité qui n'est plus d'actualité. Qui n'est plus d'actualité. Donc, les solutions s'amenuisent et donc les verrous sont de plus en plus importants. Et donc, ça prouve que la France vivait d'une certaine manière au crochet, permettez-moi de l'expression, de l'Afrique. Exactement, notamment, et on le sait tous. Et puis maintenant, il y a une sorte d'émancipation économique progressive. On a des exemples comme le Sénégal, etc. Ça commence un petit peu. Donc la France perd du terrain sur le plan de cette influence directe, mais aussi pour ses entreprises, donc les marchés, et puis des entreprises qui s'internationalisent encore plus, qui sont attractées par d'autres puissances plus agressives, qui les ont donc captés, et donc un petit peu la faiblesse de l'élite française qui a vraiment fait un jeu très très malsain. Mahfoud Kaoubi, revenons à cet aspect évoqué tantôt en parlant de l'Europe par Abdelrahman Hadef, c'est celui de la désindustrialisation. Elle est très présente, très marquée en France. Des centaines, voire des milliers d'entreprises ferment chaque mois. On peut vérifier les chiffres dans les rapports émis par la Banque de France de manière régulière. Jusqu'où ira la France sur cet aspect de la désindustrialisation si, en plus de ça, elle perd des investissements directs étrangers? Parce qu'il faut le dire, la France perd beaucoup d'investissements directs étrangers alors qu'elle avait peut-être de meilleurs chiffres, ne serait-ce que dans le bassin méditerranéen, il y a de ça peut-être 10 ans au moins, quoi. Oui, la France, depuis déjà 3 décennies au moins, si ce n'est pas plus, n'est plus captive pour l'industrie.
La mondialisation est passée par là, la possibilité de s'installer dans d'autres territoires a caché un petit peu les choses, et les aspects financiers, les aspects transferts, place financière cachaient aussi cette situation. Mais en réalité, qu'est-ce qui fait que la France et l'Europe, de manière générale, n'est plus compétitive? Parce que le coût du travail, le coût de l'énergie, le coût de l'impôt aussi, parce que les politiques redistributives de gouvernements socialistes ont coûté énormément aussi à la France. Il n'y a eu qu'un gouvernement socialiste qui est resté 5 ans. Non, mais depuis 80, donc depuis 80 jusqu'à 94. Et puis, quand la balle part, il y a un système d'accumulation et de fuite en avant. C'est comme l'alcoolisme, en tous les cas. Milton Friedman compare l'endettement à l'alcoolisme. On commence par un petit verre, on ne s'aperçoit pas, l'accoutumance s'installe, et puis à partir de là, on ne peut plus s'en passer, dans la mesure où on opte pour la facilité d'émettre de l'argent, d'émettre des obligations. Et l'Europe avait cette chance que la Russie souscrivait systématiquement dans des obligations. Ils ont pris la mauvaise décision de déclarer la guerre à la Russie et d'essayer d'expulser des investisseurs russes. Justement, et de sanctionner la Russie, comme des secteurs, de saisir les avoirs. Très porteurs comme le football, par exemple, où il y avait beaucoup d'investisseurs russes. Puis, les avoirs. Les banques, voilà. Et voilà, la situation est là. Actuellement, l'Europe n'a pas... elle doit passer par une révolution profonde pour rééquilibrer les signaux, rendre les prix des facteurs de production compétitifs. Donc, ça sera très difficile devant des pays émergents où le travail est 5 fois, 6 fois, 10 fois moins cher. Et ce n'est plus le travail physique uniquement, c'est le travail de qualité. Quand on voit le boom du numérique dans les pays du Sud, on s'aperçoit qu'en matière de perte de compétitivité, il y a de sérieux problèmes. L'Europe aussi ne garde plus sa matière grise. Sa matière grise migre ou émigre vers d'autres cieux où la qualité de vie, Abdelrahman a insisté, les projets de vie, la stabilité, où l'État n'est pas trop présent. Vous avez parlé de la gauche, il y a aussi les politiques d'extrême droite qui poussent peut-être les... On voit le système d'imposition qui est terrible. Il ne permet pas de garder ni de motiver la liberté d'investir. Quand on a un taux d'imposition qui dépasse les 60%, qui restera? On impose la fortune, on impose l'immobilier, on impose le travail, on impose le résultat. Avec tout cela, on n'arrive pas à s'en sortir en matière de budget. Et le privé, l'entreprise ne peut pas assumer les erreurs et les fautes que les politiques ont commis. Et aujourd'hui, c'est sur ce plan-là où le manque de clairvoyance des politiques économiques et le maintien de logique un alignement peut-être, Idriss Sassi l'a dit, systématique sur les politiques des États-Unis qui ne veulent pas peut-être forcément du bien à l'Europe sur le plan économique. Et le paradoxe vient de pays socialistes, la Chine par exemple, où les capitaux sont publics, mais les logiques sont privées. Le paradoxe est là. Abdelrahman Hadef, en 1 minute, un dernier mot par rapport à cette situation dans laquelle est embourbée la France sur le plan de la dette publique et du budget. À terme, Paris va devoir se heurter à Bruxelles parce qu'elle est dans une certaine forme de fuite en avant, à la fois sur la dette publique, mais également sur le déficit budgétaire. Effectivement, je pense qu'elle est très mal partie et surtout... c'est la conséquence d'un modèle politique qui arrive à essoufflement. Donc c'est un peu ce qui a engendré cette situation, c'est le modèle social qu'elle est en train de prôner, aussi le modèle économique. Elle s'est désindustrialisée en optant pour le secteur tertiaire, le secteur des services. Et je pense qu'elle a trop vécu sur un modèle qui était au-dessus de ses capacités. Aujourd'hui, le chiffre qui a été annoncé par le Premier ministre, François Bayrou, 5 000 milliards chaque seconde. Alors, 5 000 euros d'endettement chaque par seconde.
Oui. Chaque seconde. Donc, c'est énorme. Les services de la dette qui sont de l'ordre de 70 milliards d'euros par an et qui vont atteindre les 100 milliards en 2028 et qui va dépasser le secteur de l'éducation et le secteur même de la défense. Oui. C'est énorme comme chiffres qui sont en train d'être annoncés. Et là, je pense qu'il y a aussi ce paradoxe. Pour conclure, surtout sur un aspect que l'extrême droite, justement, elle est en train d'utiliser cette vision par rapport à l'immigration. À l'étranger. Alors que la France ne pourra, et par le témoignage des Français, ne pourra pas vivre sans immigrés. Exactement. Parce que c'est eux qui vont faire fonctionner l'éducation, la santé, les technologies nouvelles. Et donc c'est un paradoxe que la France doit faire face aujourd'hui. Et assumer ses responsabilités par rapport à ses propres échecs. On ne les extrapolons pas à d'autres pays, c'est très important. Mais merci messieurs d'avoir animé ce débat. Mahfoud Kaoubi, expert et consultant international en économie. Del Sassi, expert international en finance et en économie. Abdrahman Hadef également, expert international en économie. Merci à vous, messieurs, d'avoir suivi cette émission. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Pros de l'Éco. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.